c'est un petit rappel, un bref rappel de ce que nous avons examiné à l'occasion de cette session de formation. Et j'ai rappelé que, on a commencé par le cadre juridique et institutionnel de l'élection présidentielle, puis nous avons examiné le cadre de l'opération électorale elle-même sur le plan matériel. Nous avons examiné aussi le rôle des médias dans l'élection présidentielle et l'importance de l'information que les différents démembrements de la CENI doivent véhiculer à travers généralement un porte-parole. C'est vrai, mais le porte-parole dans ce cas ne doit officiellement faire des déclarations qu'après une réunion organisée au niveau du démembrement lui-même de la CENI, que ce soit la CENI régionale ou la CENI départementale ou la CENI d'arrondissement, et après avoir également arrêté leur position par rapport à la question posée. Le rôle également de la sensibilisation des citoyens dans comment se déroule le vote et comment le faire de façon correcte. Nous avons examiné également les questions de logistique et du matériel électoral. Nous avons vu également l'observation électorale dans ses différentes dimensions, que ce soit une observation nationale à l'intérieur, à travers nos organismes nationaux d'observation, ou l'observation internationale effectuée par les organisations ou les représentants d'organisations internationales. Nous avons vu aussi la question de la gestion par les démembrements de ce qu'on appelle les finances ou les comptes de la CENI. Nous avons également enfin examiné la question du contentieux électoral pour l'élection présidentielle dans ces deux dimensions, la dimension administrative et la dimension juridictionnelle, judiciaire. Voilà grosso modo donc les différents thèmes que nous avons abordés à l'occasion de cette session. Et nous pensons que, puisque c'est une journée de synthèse, on peut échanger un certain nombre d'idées sur les questions importantes, les questions principales, et sur les questions qui ne sont pas suffisamment également éclairées pour vous-même. Voilà grosso modo l'objet aujourd'hui de cette session de synthèse. Comme il l'a dit le président Brahim, vous disposerez bientôt également des attestations de formation qui attesteront pour ceux parmi vous qui ont été présents d'avoir participé à cette formation bridge à la mauritanienne, bien sûr, parce que c'est appliqué sur le cas mauritanien, mais qui est relativement complète et également adaptée à nous-mêmes, à la façon dont on gère l'opération électorale à travers la CENI et à travers les différents autres organes de l'État. Je vous remercie. Donc, merci, professeur, et le débat est ouvert. L'intervenant pose une question relative à un antécédent qui s'est passé chez lui, dans sa zone, et que la structure de démembrement de la CENI a préféré comment dirais-je, une baraque, après un hangar même, c'est pas, a préféré la baraque à l'école publique qui existe. Pourquoi? Parce qu'elle est louée. Parce que la baraque est louée et l'école
peut ne pas être loué. Les élections, d'abord, c'est un cadre public. Et en tant que cadre public, la priorité doit être accordée aux locaux publics. C'est dans les locaux publics que l'opération électorale doit être effectuée, s'il y en a. S'il n'y en a pas, oui, on recourt effectivement à la location, vu le caractère d'urgence et autres. Mais il faut distinguer entre deux choses. Le jour du scrutin, où l'opération électorale doit se dérouler, et le lieu le plus approprié, c'est l'école, pour les bureaux de vote. Maintenant, pour le travail en soi de la commission, je crois qu'elle a plus ou moins une compétence plus ou moins souveraine sur le lieu le plus approprié pour elle, qui va lui assurer non seulement les conditions de travailler convenablement dans un lieu qui lui sied. Voilà, grosso modo, la réponse à la question. L'intéressé pose une question relative au candidat. Si l'un d'eux commet un crime, si l'un des candidats commet un crime, est-ce qu'on doit suspendre l'élection ou est-ce qu'elle continue et quel sera également le traitement approprié pour le candidat qui a commis le crime? Voilà grosso modo la question. Je disais que pour ce genre au niveau des élections de façon générale, les candidats ne bénéficient pas de ce qu'on appelle l'immunité. Aucun candidat ne bénéficie de l'immunité. Donc, par rapport au droit de façon générale, et par rapport en particulier au droit pénal, en ce qui concerne les infractions commises, et en particulier les crimes ont toutes leurs procédures. Ils ont leur propre procédure. Les crimes, soit le cas de flagrant délit ou les crimes constitués avec preuve, le parquet engage une procédure qui risque de l'emprisonner et rien ne l'empêche au niveau des élections, ni présidentielles, ni législatives, ni municipales, d'engager la procédure juridique appropriée par rapport à l'infraction commise. Si elle relève d'un délit ou si elle relève du crime. Ceci étant, cela n'empêche pas l'élection de continuer. Non, lui, il est là et il est poursuivi en tant que délictuel, mais en tant que citoyen qui a commis un crime ou un délit, c'est tout. Et la procédure va continuer. Si le tribunal décide finalement qu'il est innocent, il continuera également sa campagne. Si les preuves sont suffisamment claires, que c'est lui qui a commis intentionnellement le délit ou le crime, alors là, le tribunal prononcera la peine, elle sera appliquée à lui-même, et donc il ira en prison dans ce cas. Voilà grosso modo. L'intervenant a posé deux questions, ou deux questions. L'une relative aux différentes formes de recours devant la CENI et devant le Conseil constitutionnel. L'autre question est relative à l'organisation des bureaux de vote, dont il d'abord exprime sa satisfaction concernant le fait qu'on a ramené les bureaux de vote à un nombre gérable, 500 par bureau de vote, depuis la décision l'année passée de la CENI. Et la question des bureaux de vote un peu éloignée. Bon, on verra ça. Bon, je voudrais juste
aborder un point relatif à l'éducation citoyenne. L'éducation citoyenne, bon, on dit que la CENI, les membres de la CENI doivent participer à l'éducation citoyenne dans les différentes régions, Mokata et arrondissements. Bon, nous savons que pour ce qui est de l'éducation citoyenne, bon, souvent ça peut engager aussi les militants des partis politiques ou des candidats. Donc maintenant, pour ne pas mettre en doute l'impartialité de la CENI, quand la CENI commence par exemple à sensibiliser certains militants politiques pour dire que c'est comme ça qu'il faut voter ou autre comme ça, donc est-ce que ça ne va pas créer des problèmes pour l'impartialité de la CENI? Il y a ce point. Bon, également, il y a un autre point qui est relatif au problème, bon, je dirais c'est un délit, pratiquement c'est un délit. Par exemple, l'achat de conscience. On sait que l'achat de conscience, ça existe en matière des élections. Souvent, il y a certains qui prennent des cartes d'identité des citoyens, qui les confisquent pendant quelque temps, moyennant une somme d'argent. Ça, c'est un délit, par exemple, ou je ne sais pas. Donc maintenant, je vais savoir concrètement qu'est-ce que la CENI peut faire pour que de pareils parler à de telles situations. Donc c'était ça, quoi, mes deux interventions. Concernant la première question au niveau de l'éducation citoyenne, bon, c'est vrai que la CENI doit être impartiale à l'égard de tout le monde, de tous les acteurs politiques. Mais au niveau de la sensibilisation des citoyens, elle travaille avec tout le monde, avec les partis politiques, elle travaille avec les candidats, elle ne doit pas avoir cette... et ce n'est pas un positionnement, c'est plutôt un rôle de leadership. Vous avez tous les partis politiques, vous devez être à leur égard très, comment dirais-je, très accueillant, très, comment dirais-je, montrant votre disponibilité pour les aider. Mais les aider dans le domaine de la sensibilisation, que l'opération de vote doit se dérouler dans de bonnes conditions. Et tout le monde doit aider, qu'il soit militant ou qu'il soit parti politique ou qu'il soit société civile. Ça ne remet pas en cause l'impartialité et la neutralité de la CENI. Parce que, de toute façon, la CENI ne peut pas travailler au niveau de la sensibilisation pour l'opération électorale, sans également toucher les partis politiques, sans toucher la société civile, les syndicats, la jeunesse, etc. Ça ne doit pas être considéré. On est impartial lorsqu'on commence seulement au niveau de la sensibilisation à travailler de façon comment dire, limitée avec certains, en laissant les autres. Alors que les autres ont demandé également le fait de participer dans l'opération. Mais si on les associe tous, on les accompagne, là on est tout à fait dans la fonction d'impartialité et de neutralité. Pour ce qui est de l'aspect corruption et fraude, ça c'est un élément de fraude, hein? C'est parmi les éléments. Les éléments de fraude interviennent chez nous particulièrement d'abord au début du processus. Et au début du processus, c'est quoi? C'est au moment de l'inscription. Les textes disent que on ne doit inscrire que les gens résidents dans le lieu. Mais on voit bien, on sait bien qu'on importe de partout par rapport à la circonscription électorale dans laquelle on a présenté la candidature. On peut déplacer les gens de Vderek pour la Mokata'a de Chami, comme on peut déplacer certains de Chami vers Zouarat, etc. ou vers Atta. Cette mobilité est un grand problème qui pèse sur la crédibilité de l'opération électorale elle-même. Et vous allez le voir dans le cadre de ce rappel que vous allez ouvrir.
vous allez trouver des gens qui viennent avec 50 personnes, alors que normalement ce sont les gens qui ont été affectés, ce sont les gens qui ont 18 ans dans la zone qui doivent être inscrits. On doit soustraire les gens qui sont décédés, etc. Mais vous allez avoir également beaucoup de pression parce que c'est devenu une pratique de masse, une pratique généralisée à notre niveau. Or, tant qu'on n'a pas maîtrisé le fichier électoral, et tant que le fichier électoral n'est pas établi sur de bases saines, hein? Oui, il faut l'auditer. Bon, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire cela, mais il faut que les différents démembrements de la CENI soient attentifs à ce genre de pratiques et le reporter pour l'instance suprême qui est chargée de l'élaboration d'un fichier électoral correct. Parce qu'en recevant ces différentes informations, c'est sûr que la CENI, dans le rappel à venir, elle va améliorer son propre système. Cette amélioration peut prendre en compte également un audit, d'établir un audit avant les élections pour mieux comment dirais-je, encadrer l'opération d'inscription sur les listes électorales. Ça constitue quasiment des infractions électorales. Et là, quand il y a suffisamment de preuves, la CENI peut saisir directement le parquet à côté, le procureur de la République à côté pour engager l'action publique. Mais on ne le fera pas parce que, bon, vu le fait que c'est tel ou tel et qu'on est dans un milieu un peu difficile, et il peut y avoir également des réactions des différentes... et les preuves, bon, s'effacent rapidement. Moi, je viens avec mes cinquantaines, avec 160, etc. Aucun de... ça va rentrer, mais ce n'est pas à faire. Hein. Et là, c'est le parquet. Hein. Le parquet est un instrument que vous pouvez utiliser. Le procureur de la République, la justice dans ce domaine, les juges d'instruction, ce sont eux qui doivent arrêter et qui doivent vous aider en engageant la procédure pénale contre ceux qui ont violé la loi. Voilà.